Puis, juste, tandis qu'on est quand même un assez grand groupe, peut-être le temps que je parle, juste fermer les micros. Puis là, quand vous voulez poser une question, activez le micro. Mais vous pouvez laisser vos caméras si vous voulez vous voir. Puis, moi, ça ne me dérange pas, mais moi, je ne vous verrai pas là. Donc, une fois que je commence le partage. YouTube Cam, c'est qui ça? Pas grave. OK. OK. Donc, aujourd'hui, on va faire un petit peu le tour des questionnaires ECT. Puis je sais là, que, évidemment, depuis qu'on est un peu plus à distance, pas mal tout à distance en ce moment, mais en septembre un peu plus, on va vouloir s'appuyer un peu plus sur les questionnaires dans ECT. Évidemment, des fonctionnalités là, qui sont de la correction automatique et tout, et un petit peu d'être capable de contrôler les accès un peu plus. Donc, contrairement aux pigeonniers et autres, le questionnaire, on peut contrôler un petit peu plus avec des restrictions. On a aussi des logiciels Lockdown Browser qui nous permet de barrer l'ordinateur d'une certaine façon, donc qui empêche un petit peu, si on veut, l'étudiant de quitter le questionnaire et de faire d'autres choses. Évidemment, ça n'empêche pas d'aller sur son cell ou d'autres, mais donc, je vais parler un peu de ça. Puis encore là, je dis, j'ai pas mal de choses à couvrir, donc on va voir si je suis capable de tout faire le tour. Évidemment, si vous avez des questions, peut-être pour l'instant, juste dans le chat, je vais essayer de garder un œil dessus. J'ai mon téléphone. Puis là, à la fin, là, on va prendre un peu plus de questions. Donc, pour créer le questionnaire, ça va être vraiment de base, mais je vais aller un peu rapidement sur les premières étapes, que j'assume que les gens ici ont quand même au moins joué un petit peu avec l'outil. Donc, je vais aller un peu plus vite, puis après ça, je vais prendre un peu plus de temps dans les fonctionnalités un petit peu plus avancées. Mais on ne va pas aller trop loin non plus. Donc, pour trouver les questionnaires, dans ST, c'est ici, donc évaluation, questionnaire. On l'a ajouté dernièrement, justement parce qu'on est à distance et on l'utilise un peu plus. Puis anciennement, pour le trouver, il fallait passer dans le modificateur de cours. Donc maintenant, on peut aller directement ici dans le questionnaire pour le trouver. Vous allez voir, probablement dans cette page ici, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas encore de questionnaire de créer. Ou s'il y a un ancien cours qui a été copié, vous avez peut-être des questionnaires déjà ici. Donc, assez simple ici, si on veut créer un questionnaire, on clique sur « Nouveau », comme partout d'autre dans la plateforme. Donc, je ne passerai pas trop de temps là-dessus. On crée un nouveau, c'est comme un pigeonnier, on lui donne un nom. Donc, examen 2, par exemple. Puis tantôt, je vais parler des restrictions et de l'évaluation. Donc, pour l'instant, je vais rester ici dans « Propriétés ». On va regarder comment le configurer, comment créer des questions, les différents types de questions qui existent. Évidemment, sans rentrer en détail dans tous les différents types, parce qu'il y en a trop. Mais c'est ça. Donc, il est possible de catégoriser les examens. Pas vraiment nécessaire si on en a 3, 4. Évidemment, ça va être assez classe. On les nomme bien. Mais dans certains cas, là, il y a des gens qui vont vouloir avoir, par exemple, une catégorie quiz, une catégorie évaluation sommative, une catégorie autre. Donc là, à ce moment-là, on pourrait en créer une ici. C'est la seule place qu'on peut le faire. Donc, on ne peut pas le faire dans l'autre page où on était tantôt. Donc, on peut créer une catégorie. Donc, probablement, la première chose que vous allez faire quand on commence à créer un questionnaire, c'est commencer à créer les questions. Donc, le bouton qui est ici. Pour ça, je vais retourner dans mon autre examen dans une seconde pour vous montrer, là, mais on rentre ici. Puis, il y a des bonnes chances aussi que vous avez probablement déjà une version Word ou une version autre de ce questionnaire-là que vous voulez simplement copier-coller. Puis, c'est ça que je recommande. Donc, évidemment, il n'y a pas de façon d'importer d'un seul coup un questionnaire, pas facilement en tout cas. Donc, le plus simple, probablement, c'est d'avoir les deux fenêtres ouvertes, là, puis de copier-coller la question et ensuite les réponses. Évidemment, si on le crée de zéro, ce n'est pas nécessaire. Là. Si on descend ici, il y a des options qui ne sont pas nécessaires, évidemment, mais il y a des gens qui aiment ça l'utiliser. Par exemple, ici, dans la description, de mettre un peu plus de détails par rapport au questionnaire sur la première page que l'étudiant voit en rentrant sur le questionnaire. Ce n'est pas nécessaire, mais on peut le faire. Donc, c'est juste un peu plus d'informations par rapport au questionnaire. Si on veut mettre des instructions pour l'enseignant, donc on crée un questionnaire qu'on va partager avec d'autres, on peut mettre des instructions ici qui seront seulement visibles par les autres enseignants. Donc, par exemple, assurez-vous d'aller voir la documentation ici qui est en lien avec ce questionnaire-là. Je ne sais pas, on pourrait penser à plein d'exemples. Pourquoi on voudrait donner des informations spécifiques à l'enseignant? Donc, c'est à cet endroit-là qu'on voudrait le mettre et on pourrait le rendre actif, évidemment, si on veut l'utiliser. Là, je ne rentrerai pas nécessairement dans les choses avancées. Si on a le temps, on pourrait en parler un peu plus tantôt. Donc là, je vais fermer ce questionnaire-là. Je vais rentrer dans mon examen 1.
Évidemment, je peux juste cliquer sur son nom. Comme je disais tantôt, pour créer des questions, il y a le bouton qui est ici. Une fois qu'il y a déjà des questions de créer, là, ça change un petit peu la vue. Évidemment, on voit les questions. On voit encore le bouton pour créer les questions et modifier les propriétés. Tantôt, je vais parler de pourquoi on voudrait modifier les propriétés là, ici. Donc là, vous voyez, là, j'ai un certain nombre de questions. Je voulais prendre un petit peu d'avance, évidemment, pour que ça aille un petit peu plus vite. Mais là, je vais recommencer à créer quelques questions pour que vous voyez que ça a l'air. Une chose à remarquer ici, par contre, avant qu'on commence à créer des questions, c'est un petit peu comme la grille d'évaluation. Il y a encore 2 versions qui sont actives parce qu'on est encore en période de transition. Pour les gens que ça fait longtemps qu'ils utilisent l'outil de questionnaire, il y a une ancienne version que je ne recommande pas. Donc, si on commence avec le questionnaire, on est quand même débutant avec le questionnaire. Je recommande vraiment la nouvelle version. Mais si vous avez des anciens questionnaires et vous voulez garder la vieille façon, vous pouvez le faire en cliquant ici. Donc, vous voyez, là, moi, je le laisse actif. Il y a des bonnes chances aussi, la première fois que vous rentrez dans l'outil, il va vous demander, il va vous dire bienvenue à la nouvelle expérience. Laissez activer. C'est vraiment ma recommandation. L'avantage, c'est qu'à mesure qu'il y a des améliorations, des petits changements, ils vont seulement les faire dans la nouvelle version. Donc, la vieille version a un petit peu laissé tomber. Là, donc, puis éventuellement, elle ne sera plus disponible. Donc, vraiment, là, ça serait une bonne pratique de laisser activer la nouvelle version. Et vous voyez, le visuel est pas mal plus beau aussi, le plus simple. Ça ressemble beaucoup plus à un nouvel outil de grille, le nouvel outil de contenu, etc. Donc là, on voit nos questions. Évidemment, si on veut ajouter une question, on clique ici, ajouter, nouvelle question. Nouvelle question, c'est les différents types. On va en voir quelques-uns aujourd'hui. Souvent, les types qu'on va utiliser, le vrai ou faux, choix multiple, réponse multiple. Il y a une différence entre ces 2 choses-là. Choix multiple, c'est quand on fait un choix parmi plusieurs. Réponse multiple, c'est quand on peut choisir plusieurs choix parmi une liste. Réponse à développement, évidemment, c'est un état qui est populaire. Réponse courte aussi. La plupart de ces types de questions-là se corrigent automatiquement. Évidemment, la réponse longue, non. Donc, comme prof, il faut rentrer dans le questionnaire pour le corriger. Il y en a d'autres qui se corrigent, mais qui ne font pas nécessairement toujours une super bonne job parce que l'étudiant doit rentrer du texte manuellement. Donc, évidemment, ça l'ouvre la porte à plein d'erreurs. Donc, l'étudiant fait peut-être une petite erreur de frappe ou il n'écrit pas exactement le mot comme on le voulait, mais c'est quand même considéré une bonne réponse. Donc, dans ce cas-là, le questionnaire, oui, il fait la correction automatique, mais comme enseignant, la recommandation, c'est de toujours retourner et de vérifier que la correction a été bien faite. Par exemple, la réponse courte, c'est un exemple de ça, où l'étudiant va être capable de rentrer quelques mots comme réponse. Et le système essaie de faire la correction. Je trouve que même en français, c'est encore pire. Donc, la correction, on dirait qu'il y a encore plus de petits bugs là, avec les accents et tout. Donc, juste garder ça en tête si vous utilisez ces modes-là. Là, il y a d'autres modes qui sont un peu moins utilisés, mais quand même super intéressants. Réponse multiple, donc plusieurs petits blocs où l'utilisant peut rentrer des textes. Question à trous, donc il y a une partie de la question, il y a un bloc où l'utilisant rentre le texte et ensuite la question continue, si on veut, ou l'énoncé continue. Donc, ça peut être intéressant, mais encore là, il faut vérifier la correction automatique. C'est pas fiable à 100%. Appariement, en anglais, il appelle ça matching. Donc, on a une liste de choix, puis de l'autre côté, l'étudiant doit faire le lien entre les choix et les sujets qui sont proposés sur la liste. Ordonnancement, évidemment, on met en ordre. Et arithmétique, ça, les 2 derniers, je suis vraiment pas bon, parce que c'est vraiment des formules mathématiques. On a certaines personnes à la cité, par contre, qui sont quand même très bons dans ces modes-là. Donc, si ça vous intéresse là, de créer des questions plus mathématiques avec des variables et tout, je ne suis pas nécessairement la personne pour vous aider, mais je peux vous diriger dans la bonne direction. OK, donc tout ça étant dit, je vais créer une question rapidement. Là, vous allez voir que ce n'est pas sorcier. Donc, une fois qu'on est rendu ici, on ajoute une question. Puis là, je vais faire, par exemple, une choix multiple. Donc, quand même, probablement un des types de questions qu'on utilise le plus souvent. Puis là, quand je parle, j'ai de la misère à penser. Donc, je vais juste faire n'importe quoi ici. Donc, on peut imaginer ça, c'est la question. Donc, à droite de la ligne qui est ici, on voit toujours le preview. Donc, qu'est-ce que la question va avoir de l'air pour l'étudiant? À gauche, c'est la console pour la construire, la question. Donc, évidemment, là, je vais faire n'importe quoi. Là, je vais faire mes différents choix de réponse. Là, vous voyez là, que je ralentis pas mal quand j'essaie de
par les faire en même temps. Là. OK, n'importe quoi. Donc, ça, c'est mes différents choix. C'est ça qui va apparaître à l'étudiant. Évidemment, qu'est-ce qu'on voit à droite? Il est possible aussi d'enlever la numération si on ne veut pas nécessairement l'utiliser. Donc, dans les options, vous allez voir ici qu'il y a une couple de petites choses qu'on peut faire. On peut enlever la numération. Surtout dans une situation où, par exemple, on veut afficher aléatoirement les réponses. Donc, si on met une numération, puis là, les choix de réponse se placent d'une façon aléatoire, bien là, ça mélange. Là. Pourquoi que le B est avant le A? Là, ça n'a pas de sens. Donc, moi, j'enlèverais la numération si ce n'est pas nécessaire. Mais si on a des situations, par exemple, qu'on a quelques choix, puis là, le dernier choix, c'est typique là, de dire réponse A et B, mais là, de mettre la numération, c'est important. Donc, l'étudiant va être capable de dire, OK, le choix A et B, oui, c'est ça la bonne réponse, donc je vais choisir l'autre. Dans les options, on peut mettre une description. Encore là, c'est à vous de décider. Pas personnalisé. Donc là, on peut dire, puis là, je ne le vois pas trop souvent, là, mais on pourrait dire, par exemple, que le premier choix, c'est 100% de la bonne réponse. Donc, c'est parfaitement là, bien, mais que peut-être le choix B, c'est bon, mais il manque un élément, mais je vais quand même donner des points. Est-ce que c'est une bonne pratique? C'est peut-être débattable, mais c'est là comme option si jamais vous voulez l'utiliser. Donc, moi, je vais l'enlever. Un indice aussi, c'est possible. Donc, l'étudiant va être présenté un indice s'il le veut. Donc, il va avoir l'option d'activer ou non l'indice quand il est en train de faire l'examen pour voir l'indice. Puis, il y a beaucoup des options qui sont ici qui se répètent beaucoup. Donc, je ne vais pas tout répéter ça dans chacun des types, évidemment, mais je voulais juste en parler un petit peu ici. C'est tout. On peut choisir le nombre de points. C'est pas grave si, par exemple, à la fin, on décide de tweaker, si on veut, notre pointage un petit peu. Il est possible de le faire dans la première page qu'on a vue là, avec les propriétés. Donc, par défaut, 1 point. Mais on peut le changer. Donc, je pourrais dire que ça vaut 5 points. Si j'enregistre, ça revient à la page où je crée des questions. Ou si je veux aller plus rapidement là, pour accélérer un petit peu le processus, je vais cliquer sur la petite flèche ici. Donc là, j'ai enregistré nouveau, qui me donne tout de suite les différents choix de questions, ou enregistrer, copier. Donc, ça, vous le savez comme moi, là, souvent, on a peut-être une série de questions, que le texte de la question est le même, mais le contexte change peut-être juste un petit peu, puis les choix changent. Ou l'inverse, les choix sont les mêmes, mais le contexte change. Donc, là, c'est intéressant d'être capable de juste enregistrer, copier, puis on repart d'où on était, puis on continue à modifier. Donc, ça, là, c'est question d'accélérer un petit peu le processus. Ces deux choses-là peuvent vous aider. Donc, moi, je vais faire enregistrer nouveau. Ah, évidemment, j'ai fait une erreur. Là, le système me l'a dit. Je n'ai pas choisi c'était quoi la bonne réponse. Donc, là je vais choisir ici. Évidemment, le choix 5, c'est ma bonne réponse. Faire enregistrer nouveau. Donc, quand on fait nouveau, par défaut, il me donne le même type de question, mais ce n'est pas nécessaire. Je peux changer ici, là, mettre un vrai ou faux. Quand même très simple. Là, vous voyez le texte de la question, on met l'énoncé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, je vais sauter celle-là. Question à trous. Vous allez voir, là, ça devient un petit peu plus complexe, mais pas beaucoup, pas tant. Là. Donc, là, si je descends dans les options, dites-moi si je vais vite aussi. Hein, j'ai tendance à parler un petit peu vite. Donc, laissez-moi un petit message dans le chat là, si vous trouvez que je vais trop vite ou si vous avez des questions. Je le regarde quand même. Là. OK, donc, question à trous, je pense qu'on était. Oui. Donc là, c'est assez simple. Première partie de mon énoncé. Puis là, ici, au niveau de la réponse, qu'est-ce qu'on s'attend comme réponse dans ce trou-là? Puis là, la fin de l'énoncé. Puis ici, tandis que c'est une question un petit peu plus complexe, il ne donne pas le preview là, à droite. Donc, pour voir qu'est-ce que ça va à l'air, il faut que je clique ici sur prévisualiser. Puis là, il me dit encore que j'ai fait une erreur. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ben oui, je n'ai pas dit que c'était quoi ma réponse. A, B, C. Là, je vais prévisualiser. Donc là, au moment de répondre, on va voir l'énoncé. Puis là, mes exemples de tantôt, c'était drôle. Là, le soleil est bleu parce que, puis là, je mets un trou, puis là, la phrase continue. Donc, vous voyez qu'est-ce qui est possible ici. Puis, ce n'est pas nécessaire non plus de juste avoir un énoncé. On peut en avoir plusieurs d'autres. Donc, si je reviens ici, il est possible d'ajouter des espaces de saisie et des espaces de texte. Donc, quand même assez simple. Donc, je vais juste fermer ça ici. Je vais fermer ça. Oh, je vais laisser ça activer. Je ne sais pas pourquoi il me demande encore. Donc, vous voyez, là, j'avais fait une question ici avec le trou. Donc, la température de couleur du soleil est
au coucher du soleil, ça vaut 1 point. Puis là, je vais revenir ici à la réserve. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous allez trouver intéressant. Question appariement. Plutôt que de la créer, je vais juste vous montrer. Donc, appariement, comme je disais tantôt, c'est d'avoir une liste de sujets et des choix, et on fait le lien entre ces choses-là. Donc, vous voyez là que les choses se répètent beaucoup. Donc, le texte de la question est ici. Petite parenthèse, si je n'ai pas mentionné tantôt, j'ai été un petit peu rapidement, mais le titre de la question n'est pas nécessaire. Si on ne met pas de titre, il va prendre la première partie du texte de la question. Mais si vous voulez vous organiser un peu plus, je le recommande quand même de mettre un titre à la question. Donc, de prendre une partie du texte ou la question complète, puis de le mettre ici au niveau du titre. Évidemment, le titre qui est ici, facultatif, c'est pour nous, les enseignants. Le texte de la question, c'est pour l'étudiant. Mais ça l'aide d'être capable de retrouver un petit peu nos questions en donnant un titre. OK, donc, ceci étant dit, là, j'étais en train de voir une question appariement. Donc, question appariement, les sujets sont ici. Les sujets qui vont apparaître à l'étudiant. Puis là, en bas, les différents choix. Puis là, il faut faire le lien, par contre. Là, on dit le choix 1 est lié à quel? Mais il est lié à 2. Dans ce cas ici, ça voudrait dire donc qu'il est lié au deuxième sujet qui est ici. Là, j'avoue, là, ça commence à être un peu plus complexe. Il faut le faire une couple de fois pour comprendre que ça a l'air et que ça va l'air à l'étudiant. Moi, ma recommandation, c'est quand on crée ce type de questions-là, qu'on vient prévisualiser ici. Là, on a une meilleure idée, là, qu'est-ce que l'étudiant va voir. Donc, la première partie, ça va être ça. Les différents choix sont là. Là, il vient choisir le 1 ou le 2, selon les sujets qui sont affichés à droite. Je recommande ici, par contre, de l'expliquer quand même dans le texte de la question. Donc, à cause qu'il n'y a aucune explication, l'étudiant est présenté avec ça. Donc, moi, je dirais, là, parmi les choix qui sont à droite, là, sélectionnez le bon. Là, quelque chose comme ça. Là, vous savez comme moi comment vous pouvez expliquer ça, mais ça vaut la peine d'écrire une petite ligne par rapport à ça pour pas qu'il y ait de confusion. Là, je vois qu'il y a une question. Je vois qu'il y a l'icône qui est une photo. Est-ce possible de mettre une photo au lieu du texte? Oui, absolument. C'était mon prochain sujet, donc je vais en parler un petit peu aussi. Merci pour la question. Donc, je vais terminer ça ici. Puis, je vais en parler ici parce que probablement, ça serait un bon temps de le faire, ce genre d'appariement-là. Et on pourrait le faire avec un diagramme ou une photo qu'on a inséré des choix. Donc, peut-être avec Word ou avec Photoshop ou quelque chose comme ça, on a inséré par-dessus notre photo des lettres. On pourrait faire le lien avec cette photo-là et la question appariement. Pour ajouter une photo, à tout moment où on voit les options que vous voyez ici, là. Donc, le petit play, la photo, le lien, etc., on peut ajouter une photo, on peut ajouter une vidéo, on peut ajouter des liens, on peut ajouter des fichiers joints. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on voit cette fenêtre-là. Sophie a raison. Donc, si on clique ici sur la petite photo, là, ça nous permet d'aller chercher des photos qui sont déjà dans le cours ou sur notre ordinateur. Je peux le faire ici. Là, je vais prendre un peu n'importe quoi qui est sur mon ordinateur, là, mais vous allez voir qu'est-ce que c'est. Donc, une capture d'écran, pourquoi pas. Donc, on vient inclure la capture d'écran dans le texte de la question. C'est un peu la même procédure que quand on ajoute du contenu dans un cours. Donc, vous voyez, les fenêtres se ressemblent beaucoup. Donc, on vient inclure. Ici, par contre, c'est quand même important de mettre le texte par rapport à l'image, de décrire le texte. Surtout quand c'est une photo ou un diagramme qui est important, c'est par rapport à l'accessibilité de nos questionnaires. Donc, s'il y a des gens qui utilisent des lecteurs d'écran ou des choses comme ça, évidemment, des fois, ça ne sera pas possible là, de tout décrire une photo, mais le plus possible qu'on est capable de décrire la photo, le plus que la personne qui utilise un lecteur d'écran va être capable de quand même répondre à la question. Évidemment, je le dis, là, ce n'est pas toujours possible, mais je le recommande ici là, de mettre une description. Là, je l'avais déjà fait, je faisais des tests tantôt, là, donc c'est pour ça qu'ils me demandent qu'est-ce qu'on fait à cause que le fichier existe déjà. Donc, je vais juste lancer. L'affaire que c'était marqué image décorative, c'est que quand l'image, c'est juste comme des couleurs ou des choses, c'est que tu n'as pas besoin que le lecteur le lise. C'est ça, quand tu coches ça, tu n'as pas besoin que le lecteur d'image le lise. Exactement. Donc, il va juste le sauter, puis il va pas le considérer une information importante. Donc, le lecteur d'écran ne va pas le lire.
Donc là, j'ai fait rapidement sans le dire, mais on peut aussi redimensionner ici, à cause souvent nos photos sont trop grandes. Puis évidemment, on ne veut pas que l'étudiant ait à scroller à droite ou à gauche ou en bas pour voir toute l'image. Donc, on essaie de le rapetisser puis que ça rentre dans une fenêtre là, assez petite pour que ça soit plus visible à l'étudiant. Ça, c'est le genre de choses que vous allez voir quand vous allez prévisualiser, j'aime bien dire avec ce mot-là, prévisualiser le questionnaire, comment les images puis tout arrive. Là. Donc, vous allez être capable de revenir dans les questions puis réajuster vos images s'il le faut. Donc, merci pour le commentaire. Donc, je prends le temps de le montrer ici. Il est possible d'ajouter des photos comme je viens de faire. Si je continue ici dans les autres choses, comme je disais tantôt, un lien. Donc, ça pourrait pointer à un site web externe si on le permet. On clique sur le site, allez consulter ce site ou cette ressource et revenez dans le questionnaire répondre à la question. Donc, tout ça est possible. Dans le bouton qui est ici, qui est j'ai oublié en français le nom, là, mais en anglais, c'est insérer des éléments, quand ça apparaît. Insert stuff, insérer des éléments. Donc, quand on clique là, il y a plein de choses qu'on peut insérer. Vous allez voir, là, je ne vais pas passer la liste au complet. On peut mettre une YouTube. On peut même incorporer un code. Donc, petite parenthèse pour les gens qui utilisent des applications autres comme un Padlet, dans ce cas-ci, je ne pense pas que c'est utile, mais comme un Genially ou d'autres choses où on crée des contenus ou des images ailleurs, on peut prendre ce code-là puis l'intégrer dans le texte de la question. Donc, ce n'est pas ça que je vais faire ici. C'est peut-être un peu trop avancé. Je vais prendre juste un YouTube. Donc là, je pourrais prendre, si je connais le nom d'une vidéo que je veux faire jouer ici, il y a dans les cours de langue, on utilise souvent cette technique-là là, pour compréhension de la langue et tout ça. Donc, l'étudiant doit écouter une vidéo et expliquer qu'est-ce qui se passe dans la vidéo, etc. Mais ça pourrait être une de vos vidéos. Donc, si vous avez fait des mises en contexte ou des scénarios ou des manipulations techniques, vous avez filmé ces choses-là, ça peut faire partie d'une question. Donc, l'étudiant doit visionner la vidéo et ensuite répondre. Donc là, j'ai juste fait chat, là. Donc, je vais choisir cette première vidéo-là. Puis là, ça va s'intégrer dans le texte de la question. Vous allez voir. Là, je l'ai juste ajouté après la photo. Ce n'est pas très beau, mais vous voyez qu'est-ce qui est possible. À tout moment, là, je peux cliquer ici sur la petite loupe pour avoir une meilleure vue sur qu'est-ce que ça va l'air pour l'étudiant aussi. Donc, ça, c'est le texte de la question. Une autre chose que j'ai faite sans le mentionner, c'est si vous voyez la boîte qui est là, souvent, là, quand je crée une question qui est un peu plus complexe, où justement j'ai des images, des vidéos, puis je veux peut-être jouer un petit peu plus avec la mise en page, je vais cliquer sur ce bouton-là pour juste agrandir la page puis me donner un petit peu plus là, de jeu par rapport à ça. Mais ce n'est pas nécessaire. Puis quand on veut l'arrêter, on clique ici, ça revient à la vue comme on est habitué. Donc, je vais faire enregistrer de nouveau. Non, ce n'est pas ça que je voulais. Je vais fermer. Donc là, on voit ma question s'est ajoutée ici. Donc, ma liste de questions s'agrandit. Donc, je vais créer encore un autre type de question. Peut-être un dernier, là. Évidemment, la réponse à développement, c'en est un qui est super utile. Donc, de simplement poser une question puis avoir à l'étudiant d'écrire sa réponse dans un grand bloc de texte. Évidemment, là, comme prof, il faut rentrer dedans et faire l'évaluation. Ici, activer l'éditeur HTML pour l'étudiant veut dire que quand il va être en train de répondre, là, je vais écrire n'importe quoi ici, lui aussi va être capable d'ajouter un petit peu plus de mise en page par rapport à sa réponse, donc mettre des choses en gras, surligner, tout ça. Par contre, petite note ici, même s'il y a la petite caméra, il ne peut pas déposer directement dans une réponse une image. Je sais que ça mélange, puis c'est mélangeant, là. Puis c'est une question que j'avais pour D2L dernièrement. Mais ce n'est pas possible pour l'étudiant, à travers un questionnaire, de déposer une image directement dedans. Donc, malheureusement. Donc, j'ai une question aussi dans le chat. Je pourrais faire un examen vocal, vidéo, seulement des exemples de mise en situation. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Tu peux activer ton micro. Ben, en fait, ma question, c'est quand c'est Marie-Josée, c'est si je veux faire un examen, par exemple, quand je travaille en relation d'aide avec des situations complexes ou des situations complexes en clinique, en neuro, en ergo, je peux être comme un clinicien qui rencontre quelqu'un dans le corridor. Je te rencontre, voici, je te dis telle situation où je suis tel patient et voici ce que je fais comme réaction.
dis-moi qu'est-ce que tu pourrais faire. Donc, est-ce que je pourrais tout faire, mon examen, juste avec des questions que j'ai en pré-enregistrées comme ça, pour voir pour mes étudiants plus avancés, où là, on enlève l'écrit puis on se rapproche plus du réel? Dans le questionnaire, oui, on pourrait poser la question avec la vidéo, mais l'étudiant ne peut pas se filmer à travers le questionnaire. Donc, il n'y a pas vraiment de mécanique ici qui permet à l'étudiant de se filmer et de déposer la vidéo. Par contre, la semaine prochaine, je vais faire un autre webinaire sur Tâches vidéo. Tâches vidéo, c'est un autre outil qui est intégré à ST qui permet justement ça. Donc, on peut poser des questions sous forme de vidéo et l'étudiant peut répondre sous forme de vidéo. Pour les gens qui utilisent déjà Flipgrid, c'est un petit peu comme ça. Mais l'avantage de Tâches vidéo dans ST, c'est que l'étudiant peut aussi filmer son écran. C'est intégré à ST. Donc, si les résultats qu'on va déposer dans l'outil vont être automatiquement déposés dans le carnet de notes. Donc, je ne veux pas prendre trop de temps aujourd'hui, mais ça vaut la peine, si c'est ce genre de choses-là que tu veux faire, de suivre le webinaire. Merci beaucoup. Les tâches vidéo. OK. Là, je pense qu'il y avait une autre question. Il y a un micro d'allumé en tout cas. Si quelqu'un veut poser une question. Je vais aller voir. Ah, OK. Pas grave. De retour. I'm back. OK, donc là, je t'ai rendu à la réponse à développement. Donc, évidemment, ici, on a encore les options où on peut faire un peu de mise en page, ajouter des images, ajouter de l'audio. Donc, là, je peux peut-être faire l'exemple de l'audio que je n'ai pas fait tantôt. Donc, je clique ici, insérer quelque chose. Je peux insérer de mon ordinateur un fichier audio. Puis, ST va être capable de reconnaître que c'est un fichier audio et ajouter un petit player, qu'on dit en anglais, là, donc un outil qui va permettre d'écouter cet audio-là. Donc, ça n'a pas besoin d'être... là, je mets une chanson que j'ai sur mon desktop. Donc, je vais le téléverser comme qu'on a fait tantôt pour la photo. Là, je l'avais fait tantôt, donc ça me demande de l'écraser. Puis Nadine, j'ai vu ta question, je vais y revenir dans une petite seconde. Texte du lien, donc là, je pourrais dire chanson. Puis là, on voit qu'il y a un petit player qui apparaît ici. Donc là, ça pourrait être écouter cette conversation-là, puis tirer vos conclusions et écrire dans la réponse. Donc, tu sais, ça pourrait être des choses comme ça aussi, là. Vous pouvez vous enregistrer avec votre téléphone, vous pouvez trouver des clips audio à quelque part que vous avez le droit, évidemment, d'utiliser et utiliser ça comme texte de question plutôt que du texte écrit. Là, j'avais une question. Demande si l'étudiant peut répondre en partie le questionnaire et revenir sans tout perdre. Oui, c'est possible. Donc, tant si longtemps que le questionnaire est disponible et que l'étudiant n'a pas fait de soumission. Donc, si l'étudiant, évidemment, commence son questionnaire, quitte le questionnaire et revient dans la période de disponibilité, il va être capable de revenir. Puis là, le bouton va indiquer « Continuer le test ». Il va simplement continuer le test. Donc, une période de disponibilité, ça peut être pendant toute une session. Tu sais, j'ai des gens qui ont utilisé le questionnaire différemment un peu, puis l'ont utilisé comme genre de journal de bord qui était en continu. Donc, l'étudiant rentrait à chaque semaine. Je ne dis pas nécessairement que c'est une bonne pratique, mais juste pour vous expliquer comment ça peut être utilisé de cette façon-là. Donc, il peut rentrer continuellement dans le questionnaire, tant si longtemps qu'il est disponible. Parfait, ça répond à ma question parce que justement, c'est la durée d'une unité d'apprentissage. Puis il doit être soumis pour la fin, mais je ne voulais juste pas qu'il réponde, qu'il soit obligé de le répondre dans un temps, comme dans d'autres logiciels où du moment que tu quittes, tu perds toutes tes réponses. Je ne voulais pas ça. Mais parfait, merci, ça répond à ma question. C'est ça. La seule erreur qui pourrait arriver, qui c'est déjà arrivé, c'est que l'étudiant soumette par erreur. Donc, il faut juste être très clair avec les étudiants, ne pas soumettre en moins d'être vraiment terminé. Mais normalement, je veux dire, je pense qu'il y a 3 clics à faire pour soumettre. Donc, c'est comme, est-ce qu'on est certain? Oui, oui. Puis là, finalement, c'est soumis. Donc là, l'étudiant, s'il passe à travers de tout ça, puis donc, ça n'arrive pas tant que ça, mais ça arrive. Donc là, il faudrait que l'étudiant commence. Merci. Pas de problème. Donc, je vais annuler ça. Puis là, je ne sais pas pourquoi il me demande ça. Moi, j'avais une question, si je peux me permettre. Oui, vas-y, Ingrid. Est-ce que dans un contexte où j'alloue des points partiels pour une résolution d'un problème mathématique, par exemple, est-ce que l'étudiant a la capacité de peut-être l'écrire à la main ou bien
puis là, de télécharger sa réponse soit en PDF ou en image, parce que des fois, tu sais, ils n'ont pas la bonne réponse ultimement, mais leur processus est bon, puis tu veux pouvoir, sur papier, c'est facile là, d'allouer des points partiels. Ouais, je sais, j'ai eu la même question une couple de semaines passées. Non, c'est pas possible. Puis ça aurait été super intéressant, tu sais, d'être capable de. Tu sais, l'étudiant pourrait rentrer avec son téléphone, prendre une photo, puis le mettre dans sa réponse. Mais c'est pas possible en ce moment. Donc là, la solution, ça serait peut-être d'utiliser une solution hybride, questionnaire, pigeonnier, pour permettre ça. Là. Mais je vais retourner dans mes notes à cause qu'il y avait une couple de workaround, mais c'est pas directement dans le questionnaire. Donc on pourra peut-être s'en parler à un autre moment. Oui, OK, merci. OK. OK, donc si je reviens dans les questions ici, donc évidemment, j'ai une série de questions qui ont été créées, le total des points selon ce qui a été déterminé ici. Je peux jouer un petit peu avec la mise en page, donc évidemment, là, si jamais on veut changer l'ordre. Puis là, maintenant, je vais parler un petit peu, à moins qu'il y ait d'autres questions par rapport aux questions, là, mais je vais parler un petit peu de la réserve de questions. Donc, je vais faire une petite parenthèse. C'est un peu technique. Je veux pas. Donc, si vous pensez que c'est trop pour vous, là, juste bloquer les oreilles pour 5 minutes. Mais je veux en parler quand même. Une des forces des questionnaires dans ECT, c'est la possibilité d'avoir une bibliothèque de questions. Donc, par exemple, toutes nos questions qui sont en lien avec un thème ou un chapitre, puis demander au questionnaire de choisir un certain nombre de ces questions-là. Donc, par exemple, j'aurais 15 questions, puis là, je demande, bien, chacun des étudiants vont en recevoir 5, puis pas nécessairement les mêmes 5. Donc là, si on a plusieurs questions qui tournent autour des mêmes sujets, là, c'est une façon de réduire, si on veut, la tricherie ou le plagiat, etc. Donc, de dire que les étudiants n'ont pas nécessairement été présentés les mêmes questions dans le questionnaire. Donc, je pense que ça va vous intéresser de savoir comment. Donc, la première chose qu'on doit faire avant de créer une réserve de questions, c'est de créer les questions dans la bibliothèque. OK? Donc, si je reviens en arrière, je vais sortir de mon questionnaire. Donc, je vais fermer la modification de mon questionnaire. Évidemment, tout se sauvegarde automatiquement, donc pas nécessaire de sauvegarder. Aussitôt qu'on clique enregistrer sur le questionnaire, sur la question, ça s'ajoute. Donc, pas besoin d'avoir peur de ça. OK, donc, si on rentre dans l'évaluation, questionnaire, on arrive ici. Plutôt que commencer à modifier mon questionnaire, je vais commencer à modifier ma bibliothèque de questions. Là, vous allez voir, vous allez ajouter des questions comme si on était dans un questionnaire, mais les questions se retrouvent à l'extérieur d'un questionnaire, sont juste dans la bibliothèque. Donc là, vous voyez ici que j'ai déjà créé, ou j'ai importé d'un autre cours, là, 2 sections. Donc là, moi, je vous recommande, si on est pour faire ce genre de choses-là, d'organiser par section, par thème, évidemment, pour être capable de tirer ces questions-là dans le questionnaire. Parce que si toutes les questions sont à une place, mais là, ça serait impossible pour nous de dire, bien, va chercher juste ce thème-là. Le système ne va pas être capable de le faire. Donc là, moi, je vous recommande par exemple, ici, créer une section selon le thème où on va vouloir aller chercher un certain nombre de questions. Là, je sais là, que c'est peut-être pas clair. Laissez-moi savoir. Mais donc là, j'ai créé déjà des sections. J'ai 2 sections dans ma bibliothèque. Un qui s'appelle Quiz vocabulaire, l'autre qui s'appelle Quiz calque. OK? À l'intérieur de cette section-là, j'ai créé des nouvelles questions, un peu comme quand j'étais dans le questionnaire. Donc, je crée des vrais ou faux, etc., etc. Puis là, on voit les questions apparaître ici. Mais il faut savoir que quand je vais créer ma section aléatoire, toutes ces questions-là vont être considérées. Puis on ne sait pas nécessairement quelle va être choisie pour quel étudiant. Ça va se faire quand l'étudiant clique sur le questionnaire. Automatiquement, il y a un questionnaire qui est généré pour lui. Donc, je vais vous montrer que ça a l'air. Donc là, je ne veux pas passer trop de temps sur comment créer la bibliothèque, mais il faut juste savoir que si on veut créer ce genre de section-là, il faut avoir des questions dans notre bibliothèque. Puis le mieux, c'est que ça soit divisé par thème. Donc là, je sors de là. Je reviens dans mon examen. Je vais encore modifier mes questions, comme tantôt. Let's go. Et je vais ajouter, plutôt qu'ajouter une nouvelle question, je vais ajouter une réserve de questions. Là, j'ai sauté section. Je vais en parler rapidement. Une section, on peut aussi regrouper des questions dans une section.
mais la section comme ça n'a pas les avantages d'être capable d'aller choisir un certain nombre de questions. Donc, la section, oui, peut organiser notre questionnaire. On peut mettre les questions en mode aléatoire, mais on ne peut pas aller choisir un nombre précis de questions de la bibliothèque. Donc, je peux peut-être revenir là-dessus si vous voulez, là, tantôt. Donc, la réserve de questions est ici. J'essaie de garder aussi un œil sur... Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, 3 questions obligatoires pour tous et ensuite des questions aléatoires? Oui. Donc là, ça serait une bonne situation où on aurait, par exemple, une section. Puis dans la première section, tout le monde a accès à toutes les questions. Puis là, dans la section réserve, là, tout le monde, là, ça va être aléatoire. Mais on ne peut pas dire que dans cette section aléatoire-là, les 3 questions, il faut que ce soit disponible pour tout le monde. Il faut l'organiser autrement. Je ne sais pas si ça répond là, mais il faut vraiment que ça soit séparé. OK. Donc là, je suis en train de créer une nouvelle réserve. Là, je vais reprendre le même exemple que je faisais tantôt. Question grammaire 2. Je sais que ça va être toutes mes questions de grammaire qui sont à l'intérieur de cette section-là. Mais là, vous voyez, je ne peux pas créer de questions. Je peux seulement aller chercher des questions qui sont dans la bibliothèque. Donc, quand je clique ici, là, on va voir les mêmes répertoires qu'on voyait tantôt. Donc, mes quiz de vocabulaire, mes quiz calques. Donc, quand je clique ici, là, il ne va pas vouloir parce que je l'ai déjà fait. Mais je vais choisir ceux-là à la place. Donc là, quand je viens sélectionner mes questions ici, il me montre que j'ai 14 questions. Je vais les ajouter. Mais là, étape très importante que des fois on oublie, c'est qu'il faut dire combien de questions parmi ces 14-là qu'on veut que les étudiants répondent. Donc, je veux que ça soit 5. Donc là, il va y avoir 5 parmi toutes ces questions-là qui vont être affichées aux étudiants. Puis il va y avoir 1 point par question. Puis ça, c'est une autre chose à noter. Si on utilise la réserve de questions, chaque question a le même poids. C'est impossible, puis c'est un peu logique, là. C'est impossible de dire la question complétée correctement 1 ici vaut 5 points, puis l'autre vaut 2, parce qu'évidemment, ça va être différent pour chacun des étudiants. Donc, c'est impossible de dire qu'une question vaut plus que l'autre. Puis là, juste pour avoir une vue sur qu'est-ce que ça a l'air, donc là, on peut régénérer une série de 5 questions, juste pour voir là, si, évidemment, là, pour s'assurer que toutes les questions apparaissent, tout ça. Donc, il y a des gens qui aiment ça, juste voir qu'est-ce qui arrive quand je clique. Donc, ça, c'est comme des exemples de qu'est-ce qu'un étudiant verrait. Puis ça change évidemment par étudiant. Oui, pour confirmer, chaque étudiant aurait 5 questions différentes. Mais évidemment, c'est dans un contexte où on le sait que si n'importe quelle de ces 5 questions-là nous dit que l'étudiant a bien compris ce concept-là. Donc, c'est juste dans cette idée-là que ça peut être utilisé. Si on me dit que la question 3, il faut que l'étudiant me la réponde pour que je comprenne, bien là, il faudrait la retirer de la réserve. Mais si on se dit qu'on a plus de questions qu'on a de besoin, donc on le sait qu'après 5, l'étudiant a bien compris, mais qu'on veut varier les questions, là, on utilise la réserve. Donc là, je vais juste enregistrer ça. Là, je vais retourner au réglage. Puis là, vous allez voir, c'est indiqué là, dans les questions. J'aimerais donc que ça aille plus vite. Okay. Ici, c'est assez clair. Là, on a question de grammaire, 5 de 14. Puis on voit que chacune des questions va valoir 1 point. Puis pour revenir à la question de Stéphanie, il serait possible aussi d'avoir une autre section à part que lui vaut un certain nombre de points, mais tout le monde doit les faire. Donc, c'est un peu le cas ici. Là, je veux dire, j'ai des questions ici. Là, j'ai une réserve de questions. Là, c'est aléatoire. Là, ça recommence. Question d'appariement. Tout le monde fait celle-là. Tout le monde fait cette question-là. Là, je retombe dans une autre section aléatoire. Donc, c'est à vous d'organiser vos questions pour s'assurer que les étudiants font au moins toutes les questions qu'on veut qu'ils fassent. OK, donc là, je vais juste regarder mes notes, m'assurer que je n'oublie rien. Là. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les poser. OK, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner ici dans modifier les questions. Je vais faire une autre petite parenthèse par rapport à la section, tandis qu'on vient d'en parler. Puis j'avais une couple de notes ici que je voulais m'assurer de vous dire. Là. Donc, là, j'ai mes différentes questions et mes sections. Quand j'ajoute ici une section, vous allez voir la différence là, entre la section et la réserve. Donc, je crée une section. Ça peut être utilisé simplement pour organiser le questionnaire.
C'est pas nécessaire de le montrer à l'apprenant, par contre. Donc, si nous autres, on veut juste pour nous être organisés dans nos choses, on peut le faire. Donc, on peut empêcher à l'étudiant de le voir ou non. On peut aussi mettre du texte pour une section. Donc là, il y a des situations qui sont intéressantes où on pourrait dire, par exemple, dans la section 2, il y a un diagramme. Toutes les questions dans la section font référence à ce diagramme-là. Ou toutes les questions dans cette section-là font référence au texte qui est en haut. Donc, en français encore, j'ai beaucoup de profs en français là. Donc, il y a un texte à lire. Donc, dans la section, il y a un texte à lire. Là, il y a multiples questions multiples qui sont à répondre en lien avec ce texte-là. Donc, on pourrait mettre le texte ici plutôt que de le répéter à chaque question. Donc, ça serait une autre utilité de la section. Oui, je vais parler de Lockdown Browser. Je sais qu'il me reste juste 15 minutes, là, mais je vais essayer d'accélérer un peu. OK. Donc, là, on peut mettre le texte ici, les photos, l'audio, les vidéos, toutes les mêmes choses qu'on a parlé tantôt peuvent être intégrées au niveau du texte pour la section. Là, je vais le faire. Je pourrais ajouter quelque chose. Est-ce qu'on veut que l'étudiant le voit ou non? C'est à vous de décider. Et on peut modifier l'ordre des questions. Là, il faut voir la différence ici entre la réserve et la section. La section, toutes les questions vont toujours être visibles. C'est juste qu'il va modifier l'ordre. Puis encore là, question là, de peut-être, évidemment, peut-être plus dans un contexte en classe où l'étudiant peut regarder à droite puis voir que l'autre est rendu à la question 2 puis copier. Mais là, dans ce cas ici, il n'est pas dans le même ordre. Mais on ne peut pas ici, avec la section, aller choisir un nombre restreint de questions. Donc, c'est vraiment toutes les questions, mais il peut les mettre en ordre ou en désordre, si on veut, là, avec ce bouton-là. Possibilité de répondre en équipe pour les travaux d'équipe. Non, malheureusement, le questionnaire, c'est toujours pour une personne, contrairement au pigeonnier. Donc, le pigeonnier, lui, il permet de soumettre une fois pour le groupe. Ici, il faut que ça soit fait individuellement. Puis le lockdown, là, je vais essayer de prendre un peu de temps dans une seconde. OK, donc là, on a passé pas mal de temps sur comment créer des questions, les différents types de questions, etc. Évidemment, là, je vous réfère encore à ma chaîne YouTube parce que je vais en détail sur chacun. Puis il y a pas mal plus de temps à passer sur chacun des sujets-là. Donc là, j'aimerais passer une petite seconde ici sur les propriétés, donc comme genre la mise en page du questionnaire. Par défaut, le questionnaire, toutes les questions sont sur une page, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Donc, l'étudiant, évidemment, il va scroller puis il va voir les questions une à la suite de l'autre. Si on veut, on peut diviser les pages. Donc, vous voyez ici qu'il y a comme une petite ligne gris pâle. Donc, si on clique sur la ligne, elle devient bleue. En réalité, qu'est-ce qu'on fait si on vient juste de diviser? Un genre de saut de page, là. Donc, là, question 1, 2, 3 est sur une page. Là, par la suite, on rentre sur la page 2, puis on voit les questions, ma réserve de questions. Si je clique encore ici, là, je sais que juste ma réserve de questions va être sur une page. Là, je pourrais continuer. Peut-être toutes ces questions-là sont sur une page. Là, j'ajoute une autre page. Donc, vous comprenez le concept. Par contre, qu'est-ce qui n'est pas nécessairement recommandé? C'est ce bouton ici. Je sais que des fois, les profs vont dire, ben là, si l'étudiant avance dans mon questionnaire, peut-être la question 3 va lui permettre de bien répondre à la question 1, puis tout ça. Puis je le comprends. Mais qu'est-ce qui arrive souvent, puis qu'est-ce qu'on a eu comme feedback des étudiants? C'est que souvent, les étudiants aiment ça être capables de feuilleter un questionnaire ou un examen avant de commencer à répondre. Donc, évidemment, il va miser les questions qui peut-être ils valent un peu plus ou qu'ils veulent sortir tout de suite de leur cerveau, là, à cause que c'est peut-être frais dans leur tête. Donc, ne pas nécessairement empêcher le retour d'une page si on est pour utiliser cette fonctionnalité-là. Donc, ils peuvent feuilleter, revenir en arrière, évidemment, jusqu'à temps qu'ils soumettent le questionnaire. Ça, c'est ma recommandation. Oui, les numéros de page sont ici. Donc, bon commentaire. Donc, on voit tout ça, c'est la page 1, tout ça, c'est page 2, etc., etc. OK, donc, on sort des propriétés, à moins qu'il y ait une question. J'ai entendu un micro. Vas-y. OK, vous m'entendez? Excuse-moi, mon micro a de la difficulté. Non, puis j'aime ça, le commentaire que tu viens de dire pour empêcher les étudiants à retourner à la page précédente. Moi, je l'utilise tout le temps. Puis là, tu vois, tu viens de me faire questionner sur ma pratique, là. Mais dans l'optique de vouloir limiter le plagiat, est-ce que justement, puis tu sais, quand on met les questions dans des ordres différents, dans un ordre différent, est-ce que l'objectif, c'est justement que les étudiants ne puissent pas retourner à la page précédente pour pas qu'ils puissent copier? Tu sais, s'ils s'appellent, là, puis
Il dit, moi, la question, OK, elle n'est pas dans le mémoire, mais attends, va à la page, tu vas la trouver un moment donné, puis on la fait ensemble. Tu sais, je sais pas. Ouais, non, je comprends. Ouais. Je pense que je lance la question aussi à tous les parents. On dirait que dans la critique d'enseignants en ligne. Là. Ouais. Mais c'est un des commentaires qu'on a eu, je pense que c'est le bureau des admissions qui nous ont fait suivre. On fait des sondages, tout ça, pour les questionnaires. Ouais. Puis un des commentaires qui a sorti beaucoup, c'est quand on empêche de se déplacer dans un questionnaire. Puis même, c'est venu de la boussole. Hein. La boussole disait, donc, les étudiants qui ont plus qui ont des besoins spécifiques. Je pense plus qu'on appelle ça de même. Là, mais... ça nous fait se re-questionner sur ouais, mais je comprends ce que tu veux dire aussi, honnêtement. Là. Donc, ouais. C'est bon, merci. OK, donc je vais juste avancer avec les restrictions. Puis ensuite, je sais qu'on va peut-être dépasser l'heure un petit peu. Je suis vraiment désolé, là, mais de quelques minutes pour voir lockdown. Ouais, il peut toujours lire la question. Honnêtement, c'est ça. Je veux dire, pas grand-chose qu'on peut faire pour limiter toutes les occasions là, de tricherie là, sur un questionnaire, c'est certain. Restrictions quand même très importantes. Donc, je vais prendre un peu de temps sur ça. Donc, ici, probablement, la plus grande confusion qu'on a par rapport à la restriction sur un questionnaire, c'est la date de début, la disponibilité du questionnaire versus le temps qui est alloué. C'est complètement différent. Donc, la disponibilité du questionnaire, c'est à quel moment l'étudiant peut commencer une soumission pendant la session. Puis là, pour revenir au commentaire de Nadine qui disait, moi, je veux qu'il soit disponible pendant toute la session, mais là, je mettrai une date de début de session, date de fin de la session. Qui veut dire que l'étudiant pourra toujours revenir dedans et commencer son questionnaire. Par contre, si on met un temps alloué ici, donc une durée, ça veut dire qu'une fois que je clique sur le questionnaire, j'ai 120 minutes pour le faire si j'impose le délai. Donc, si j'impose un délai de 120 minutes, même si l'étudiant a le droit de rentrer à tout moment pendant la session, une fois qu'il clique dessus, il y a 120 minutes pour le faire. Donc, dans le cas de Nadine, ce n'est pas un bon choix, évidemment, à cause de là, le temps va s'échouer, puis là, l'étudiant ne pourra pas revenir dedans. Mais pour quelqu'un qui se dit, moi, ça ne me dérange pas, là, à partir de la semaine 3 jusqu'à la semaine 6, l'étudiant peut commencer une tentative, mais une fois que ça commence, il y a un certain temps pour le faire. Ça serait comme ça qu'on le ferait. Mais par contre, pour les gens qui se disent, moi, je prends un rendez-vous avec les étudiants, telle heure, telle date, c'est pas nécessaire de mettre, puis même c'est pas recommandé, de mettre la disponibilité pour toute la session. Donc, si je dis que le questionnaire est disponible au début du cours et se termine à la fin du cours, ça veut donc dire que l'étudiant qui arrive 1 minute avant la fin du cours, en théorie, pourrait débuter une tentative. Donc, là, il y a une couple de façons de contourner ça, si on veut, là. Moi, d'habitude, qu'est-ce que je dis? C'est je donne un temps restreint. Donc, si on va dire mon cours est demain à 8 heures, là, je dirais que la disponibilité du questionnaire, la disponibilité du questionnaire, ça, c'est une recommandation, c'est peut-être la première demi-heure du cours. Donc, là, on le sait qu'il y a des problèmes de connexion, des choses comme ça. Et après 8h30, l'étudiant qui rentre ne peut pas commencer le questionnaire, en moins d'être donné un accès spécial. Évidemment, je ne veux pas que ça devienne trop compliqué non plus, là, puis vous dites, il y a trop de manipulations à faire. Si vous sentez que les étudiants vont respecter votre échéance et tout ça, vous pouvez donner plus de temps ici. Mais juste de comprendre que si la disponibilité est encore là, l'étudiant qui rentre, même s'il y a un délai d'imposer ici, il va avoir le délai au complet. Donc, ça ne va pas couper à la fin de la disponibilité. La disponibilité, c'est quand la porte ouvre. Ça change, ça ne ferme pas nécessairement la porte là, automatiquement après. Je ne sais pas si je m'explique bien, là. On peut lui donner la possibilité de recommencer jusqu'au résultat désiré. Je ne suis pas certain de comprendre, Ginette. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Je sais pas si Ginette, tu veux parler, mais c'est parce que Ginette et moi, on s'est parlé, c'est René qui parle. En fait, dans le cours à Ginette, l'approche qu'on a préconisée, c'est des petits quiz de révision. Mm-hmm. Donc, les quiz de 5% qui se corrigent seuls, elle permet à l'étudiant de le refaire d'une façon illimitée, puis on garde la meilleure note. Dans le carnet de notes, c'est ça l'objectif, c'est qu'avec la correction automatique, elle dit, elle va corriger va réviser la page 25. Fait que l'objectif, c'est que l'étudiant prenne en charge sa révision puis jusqu'à temps qu'il ait le résultat désiré. C'est ça, c'est le commentaire qu'elle voulait dire. Puis pour ce qu'il veut, c'est excellent, là.
Oui, c'est Merci super bon. René. Excuse-moi Philippe, j'étais dans ma bulle, j'avais pas compris qu'on s'adressait à moi. Ah, Merci OK, c'est René. correct. Non, c'est super bon, puis c'est un très bon point, là. Puis je pourrais peut-être en parler un peu plus tantôt, là, quand on regarde dans l'évaluation. Il est possible de permettre plusieurs tentatives à un questionnaire. Puis là, on peut dire au système de choisir la meilleure note et tout, donc tout ce que René vient juste de mentionner. Donc, disponibilité est ici. Si on met une échéance, évidemment, puis le questionnaire n'est pas masqué, on peut aussi l'afficher dans le calendrier. Donc, ça va le rendre disponible à travers le calendrier, mais qui n'est pas la seule place qu'on devrait rendre disponible un questionnaire. Là, donc, mais c'est une autre place qu'on peut le rendre disponible ici. OK. Puis là, je veux pas l'oublier. Je sais qu'on manque un peu de temps, là, mais il est possible de mettre un mot de passe, une autre forme de protection, si on veut, sur le questionnaire. Donc, on pourrait dire, par exemple, on arrive en telle heure et telle heure pour commencer le questionnaire et je vous partage le mot de passe. À distance, ça a un peu moins de valeur parce que l'étudiant peut facilement partager par texto le mot de passe à quelqu'un. Mais en classe, on le sait qu'ils sont tous là. Puis là, ils ont besoin de mot de passe pour rentrer. L'accès spécial, ça, c'est quand même important, là, comme dans des situations où on veut donner plus de temps à un étudiant pour faire le test, ou par exemple, l'étudiant fait une reprise une autre journée, ou j'ai d'autres scénarios, là, mais il y a une couple de scénarios où on voudrait donner un accès spécial à quelqu'un. Donc, peut-être une disponibilité différente ou même un temps imposé qui est différent. Donc, on clique ici. La différence entre les deux choix, le premier choix, c'est donner l'accès spécial au questionnaire, mais garder l'accès régulier, qui veut donc dire que pour tout le groupe, là, je vais juste enlever ça ici, tout le groupe va avoir accès demain de 8h à 8h30 et ils vont avoir un délai imposé de 120 minutes. Mais les gens que je vais ajouter dans l'accès spécial vont avoir un autre accès. Donc, les deux sont en jeu, si on veut. Donc, l'accès régulier est là et l'accès spécial est là. Le deuxième choix, c'est peut-être dans un exemple où on veut donner une reprise d'examen ou c'est un examen qui est spécifique à une personne, pas le groupe au complet, pour X nombre de raisons. Là, on peut donner uniquement un accès spécial, qui veut donc dire que même s'il y a un accès ici, personne d'autre aura accès, à part les gens que je vais inclure ici dans l'accès spécial. Puis là, petite parenthèse, là, peut-être, puis je ne veux pas mélanger les gens, mais pour les gens qui veulent contrôler qui peut débuter l'examen, il y a des profs qui ont commencé à utiliser ça. Donc, à place de mettre des restrictions pour tout le groupe et espérer que tout le monde arrive à l'heure et tout comme ça, c'est de juste donner des accès spéciaux. Donc, d'aller dans uniquement l'accès spécial, puis là, de prendre essentiellement les présences. Donc là, en début du cours, tout le monde est là, puis là, je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Là, on dit que oui, entre 8h et 8h30, on a accès. Il y a un délai imposé. Je peux le changer ici. Mais là, je peux cocher qui a le droit de voir l'examen. Donc là, c'est vraiment d'être à la pièce, mais ça demande plus de gestion de votre part. Mais là, je pourrais dire, OK, Claude, je vois que tu es en ligne. Clique, démo, tu es là, toi, tu es là. Ah, Émilie n'est pas là. Donc, il n'y aurait aucune autre façon pour cette personne-là de rentrer dans l'examen à cause qu'il n'est pas sélectionné ici. Puis encore là, c'est un peu plus avancé. Je ne veux pas vous perdre, mais si vous pensez comprendre ce que je viens de dire, c'est peut-être quelque chose qui pourrait être utile pour vous. Là. Donc, on peut sélectionner à la pièce comme ça et même dire, par exemple, la personne qui arrive en retard. Donc là, je vais juste canceller ça. Donc là, un autre scénario qui vient juste de me rentrer dans la tête, c'est qu'on va dire que tout le monde a accès de 8h à 8h30 et on 120 minutes pour faire l'examen. C'est bon. Mais là, Philippe, lui, arrive 1 heure en retard. OK? Donc, je pourrais aller ici, donner un accès spécial au questionnaire et faire en sorte que, parce que Philippe est arrivé en retard, je vais imposer un différent délai à Philippe. Donc, je veux dire que oui, il a le droit d'avoir accès, mais lui, il reste juste 60 minutes. Puis là, je ne suis pas dans la liste, là, mais je vais dire Sylvain. Donc, Sylvain, lui, va avoir un accès qui est différent que les autres parce qu'il est arrivé en retard. Donc, vous pouvez le gérer. Évidemment, il y a un petit peu plus de manuel à faire là, pour organiser tout ça, mais si ça vous préoccupe, on peut le faire avec les outils dans le questionnaire. Donc là, vous voyez, tout le groupe va être capable de rentrer à 8h, entre 8h et 8h30. Ils vont avoir 120 minutes.
Mais Sylvain, ça commence, lui, de 8 heures et à 8h30 et il y a 60 minutes pour le faire. Donc, c'est un accès qui est spécial à lui. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais, là, j'ai comme dit bien des choses, là. OK, je vais avancer un petit peu. Dans l'évaluation, c'est certain que la plupart ou beaucoup de nos questions vont avoir la correction automatique possible parce qu'on les a programmées de cette façon-là. On peut activer la correction automatique ici. Donc, les questions vont se corriger aussitôt que l'étudiant termine la soumission. On peut le lier aussi à un élément de note. Donc, comme le pigeonnier, pour les gens qui utilisent le pigeonnier, là, quand on le lit, aussitôt que l'évaluation est complétée, la note va être envoyée au carnet de notes de l'étudiant, évidemment calculée sur sa note, sa moyenne. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Ici, par contre, il faut faire attention. Si j'exporte les notes automatiquement, normalement, c'est seulement quand le questionnaire au complet se corrige automatiquement. À cause, qu'est-ce qui arrive ici? Si j'exporte les résultats d'un questionnaire où 50% des questions se corrigent automatiquement, l'étudiant va recevoir sa note sur juste qu'est-ce qui a été corrigé automatiquement. Donc là, ça cause la panique. Là, les étudiants disent, ben pourquoi là, j'ai juste 40 sur 100? C'est qu'est-ce qui se passe? Mais qu'en réalité, qu'à moitié des choses n'ont pas été évaluées par le prof. Donc ici, l'exportation automatique, seulement si le questionnaire au complet se corrige automatiquement. Là, tantôt, quelqu'un l'avait mentionné, au niveau des tentatives, oui, il est possible de permettre plusieurs tentatives à un questionnaire, donc de une fois à 10 fois ou illimité. Évidemment, dans un questionnaire formatif, ça serait intéressant de mettre illimité, là, et de dire à l'étudiant, voici, ça, c'est un examen ou un questionnaire qui ressemble un peu à ce qu'on va faire dans la sommative, mais c'est pour vous pratiquer, en mathématiques, des choses comme ça. Donc, l'étudiant peut se pratiquer, puis à un moment donné, oups, il y a un bon résultat, il se sent prêt. Puis là, il peut faire son examen là, sommatif. Donc, c'est possible de le faire ici. Ou ça peut être sommatif, puis comme on disait, là, permettre à l'étudiant de le faire 2-3 fois, puis d'avoir la meilleure note. Donc, évidemment, ici, on peut choisir la meilleure tentative, la tentative moins élevée. Ça, je ne le recommande pas nécessairement là. La première, la dernière. Donc, il y a différents choix. Mais la plupart du temps, les gens vont dire la meilleure. Donc, si on sauvegarde ça, la meilleure tentative va être exportée automatiquement ou va être considérée lors de l'évaluation. Phil, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Sur ce sujet? Mettons que je veux... Moi, j'ai pas eu la chance encore d'enseigner en ligne. J'étais en congé de perfectionnement, donc bravo à tous mes collègues en passant. Là, je sais pas comment vous avez fait, mais anyway. Là, j'essaie de monter mon cours pour l'automne, puis j'avais une idée de leur faire un premier quiz avant le cours. Donc, c'est pour les encourager aussi à lire un peu le matériel que je leur mets en ligne. Puis ensuite, quand ils viennent en classe, ils peuvent accéder au quiz une deuxième fois, puis justement prendre la meilleure des deux notes pour les notes des mini-quiz. Ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il y a une possibilité que je mette une contrainte? C'est-à-dire que si l'étudiant n'a pas fait la première tentative avant le cours, puis l'a fait juste à la fin du cours, ben il peut juste la faire une fois. Mais l'étudiant qui l'a fait avant le cours, puis veut la refaire après le cours, là, il a accès 2 fois. Ouh, ça c'est, je pense pas, là. Non? Non, je pense pas. Note moyenne générale des tentatives, non. Ben, juste comme ça, là, on tape la tête, là, je pense pas que ça serait possible. Il faudrait que tu gères un petit peu manuellement, là. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, la préférence, si on a le droit à une deuxième tentative, on a le droit, sinon on n'a pas le droit, là. OK. Mais tu pourrais peut-être faire une copie d'un même examen. Donc, tu aurais le même examen 2 fois. Et là, ça serait un peu plus compliqué, là. Puis là, avec les conditions de diffusion dans EST, tu pourrais programmer quelque chose. Mais ça ne serait pas à l'intérieur d'un même questionnaire que ça se ferait, je pense pas. OK. Ça vaut peut-être pas la peine, là, mais c'était juste pour leur donner un incitatif de faire le reverse the classroom puis d'arriver prêt, tu sais. Ouais. Donc, tu pourrais avoir, rapidement de même, là, tu peux avoir un questionnaire, le même questionnaire 2 fois. Puis là, l'étudiant fait le questionnaire. Ah, je sais pas. OK, je veux juste pas trop mélanger les gens. Là. Puis même moi, je suis un peu mélangé dans ma tête. OK. On va en reparler. On va faire une petite rencontre, là, Ingrid. Oui, OK, c'est bon. Ça en pose des bonnes. Puis là, l'autre commentaire, Sophie, c'était pour des réponses courtes et longues, ça vaut pas vraiment la peine. Non, pas vraiment. Parce qu'évidemment,
Ça pourrait être applicable à ce genre de questions-là, mais la plupart du temps, non. C'est plus quand c'est des choix multiples, etc. Puis dans des situations où ça se corrige automatiquement, que l'utilisant voit, oups, j'ai pas eu tellement bon sur ma première tentative, je vais réessayer. Mais tu as raison, là, dans des situations où l'utilisant, c'est plus des réponses longues, ça vaut moins la peine. Est-ce que je peux faire un commentaire? Oui. C'est René qui parle. Moi, je l'ai fait avec des réponses courtes et longues. J'avais moitié-moitié par contre, là, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. C'est une étude de cas. Est-ce que tu utilises le pigeonnier ou quoi que ce soit, Sophie? Mais moi, j'ai vraiment juste aimé l'interface pour noter. Tu sais, même si c'était des réponses longues ou courtes, au moins, je pouvais aller noter, mettre le nombre de points partiels que je voulais, mettre une rétroaction, mais c'était vraiment rapide. Puis ça allait directement dans le carnet de notes, etc. J'ai apprécié. Fait que tu pourrais peut-être juste l'utiliser pour le tester, là, mais même si ce n'était pas des réponses à choix multiples, j'ai aimé. C'était juste un petit commentaire. Oui, mais je pense que le commentaire de Sophie, c'était par rapport à les tentatives en bas. Je ne me trompe pas, quand on parlait de meilleures tentatives et tout. Donc, corrige-moi si j'ai tort, là, mais je pense que c'est ça. Ouais, mais merci non, du commentaire quand même. Phil, c'est Ariane. Pour la C'est Sophie. tentative, là, est-ce que la personne ne pourrait pas changer la date limite? Comme, admettons que les étudiants pouvaient faire une première tentative, puis la deuxième, si elle est faite en salle de classe, si sa date limite pour remettre la tentative est à la fin du cours, l'étudiant n'aurait pas l'opportunité de le faire une deuxième fois. Ça pourrait-tu fonctionner? Ah oui, dans ce sens-là, oui. Mm-hmm. Okay. Je pense que je comprends ce que tu veux dire. Oui. Comme c'est juste parce qu'il arrive en salle de classe, il ne l'a pas fait encore, mais c'est parce que quand le cours finit à 3 heures, le quiz est fermé. Donc, techniquement, tu n'as pas la chance de le faire 2 fois. C'est ça. Si la disponibilité ferme, la deuxième tentative n'est pas possible. Okay, ouais, donc, on pourrait jouer avec les disponibilités aussi. Là. Oui, définitivement, tu as raison. Okay. Oui. Je pense que j'oublie rien au niveau de l'évaluation. Je vais juste retourner rapidement. Ça, c'est bon. Donc, je vais fermer. Puis là, je sais qu'on a eu quand même 2 ou 3 questions par rapport à ça. Donc, je vais parler de Lockdown Browser. Donc, il est ici. Donc, quand on rentre dans les questionnaires, ici, évaluation questionnaire, c'est un peu bizarre, mais Lockdown Browser, en réalité, c'est une application qu'on ajoute à ST. Donc, c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans les paramètres pour le questionnaire. Il faut réellement aller dans Lockdown Browser qui est ici. Et une fois qu'on est dans l'outil, là, on voit nos questionnaires, puis on peut activer les différentes fonctions de Lockdown. Donc, quand on rentre dans Lockdown, puis là, j'espère que ça va vite. Des fois, c'est un peu long de rentrer dans cet outil-là. Non, quand même vite aujourd'hui. Good. Donc, là, je vois mes examens. Puis là, je peux décider, est-ce que cet examen-là utilise ou pas l'application Lockdown? Donc, pour activer Lockdown, je clique ici. Là, malheureusement, c'est en anglais, mais évidemment, juste pour nous, dans la console. L'étudiant, lui, il le vit quand même en français à travers ECT. Là. Mais donc, nous autres, on rentre ici, Settings. Là, il y a une coupe de réglages, puis je peux parler un peu des différents réglages. Donc, premier choix, évidemment, est-ce que Lockdown Browser est nécessaire ou non pour le questionnaire? Aussitôt qu'on clique ici, ça veut dire donc que l'étudiant, quand il rentre dans ECT, pour démarrer une tentative, plutôt que voir débuter une tentative, il va voir lancer dans Lockdown Browser. Donc là, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'étudiant quitte ECT et rentre dans une autre application. Cette application-là, l'avantage, c'est qu'une fois qu'on est dedans et qu'une tentative a commencé, il ne peut pas minimiser la page, il ne peut pas avoir accès à l'Internet. Il y a plein de restrictions. Là. Puis là, je n'ai pas la liste au complet des restrictions. Mais essentiellement, c'est ça, c'est que l'ordinateur est barré. Et si l'étudiant veut quitter l'application va simplement dire, est-ce que vous êtes certain que vous voulez soumettre cette tentative-là? Oui ou non? Puis là, s'il soumet, évidemment, il peut quitter, mais là, il ne peut pas retourner dedans. Donc là, l'idée ici, c'est ça, c'est que ça va limiter l'accès au niveau de son ordinateur. Donc ça, c'est le Lockdown Browser de base. L'autre option que je peux dire que je n'ai pas vraiment testé moi-même, mais que j'ai accompagné des profs à le faire, c'est la fonctionnalité ici Webcam. Donc, Webcam, qu'est-ce qui arrive? C'est une fois que j'active ça, là, il y a comme pas mal d'options, là. Essentiellement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que quand l'étudiant clique sur le test, oui, il va sortir du test de ST, il va rentrer dans le Lockdown, mais là aussi, il doit faire une série d'opérations pour débuter le questionnaire. Donc là, évidemment, il faut qu'il y ait une webcam. Donc là, puis là, je le mentionne, puis je pense que c'est un outil qui peut être utile, mais il faut faire attention, parce que là, ce n'est pas nécessairement tous les étudiants qui ont des webcams.
Ça l'ajoute un niveau de complexité aussi au niveau du questionnaire. Donc, moi, ma recommandation, c'est si on est pour aller dans cette zone-là, évidemment, longtemps ou peut-être la semaine avant l'examen, qu'on fasse un test tout le monde ensemble pour s'assurer que tout le monde est capable de le faire. Parce que la dernière chose qu'on veut, c'est ajouter ce stress-là supplémentaire au niveau de notre examen. Le jour même, l'étudiant ne trouve pas son webcam, le temps s'écoule, etc., etc. Donc, mais les gens qui l'ont utilisé et que ça a fonctionné me disent que c'était quand même super bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois que l'étudiant passe à travers toutes ces étapes-là, évidemment, il faut qu'il montre sa carte étudiante. Donc, il montre sa carte étudiante au webcam. La webcam scanne un peu l'environnement, scanne son visage. Et là, il peut commencer l'examen. Une fois qu'il commence l'examen, si une autre personne s'ajoute dans la webcam, il y a il appelle ça un red flag, donc un petit drapeau rouge qui est activé. Si l'étudiant semble être en train de regarder quelque chose d'autre pour un long moment, là, il y a encore un autre red flag. Puis là, par la suite, nous, on peut retourner dans l'enregistrement puis aller voir qu'est-ce qui se passe. Donc, il y a un petit peu de, si on veut, intelligence artificielle derrière ça qui essaie de nous aider à faire cette surveillance-là. Donc, c'est ça que c'est carrément un outil de surveillance automatique ou artificielle qui utilise la webcam de l'étudiant. Donc, une fois que ça c'est fait, quand on veut voir le résultat de ces choses-là, puis là, je n'ai pas d'exemple à vous montrer malheureusement, c'est on revient encore dans le Lockdown Browser et là, on peut voir le résultat. À mesure que les étudiants font les examens, là, on va voir, il y a comme un genre de rapport qui apparaît. Puis là, il y a des petits drapeaux là, sur la timeline qui dit qu'à tel moment, il y a des choses qu'on doit peut-être regarder une deuxième fois. Évidemment, c'est à vous de voir si vous laissez ce genre de choses-là. Ça demande un peu plus de gestion, mais ça pourrait aider sûrement là, au niveau de la tricherie, là, puis tout ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à vos questions. Je n'ai pas vraiment le temps de faire tout un survol de tout l'outil Lockdown. J'ai l'intention de faire d'autres capsules, par contre. Donc, gardez un œil sur la chaîne YouTube, que j'en mets à jour, puis je vais en mettre pas mal à jour d'ici mes vacances. Donc, si vous voyez des choses apparaître, là, je devrais être capable d'ajouter des consignes par rapport à Lockdown. Est-ce que ça aide? Quelqu'un mentionne qu'on l'utilisait en classe, mais pas à distance. Ça fonctionnait très bien. Est-ce que l'étudiant doit downloader l'application Lockdown Browser? Super bonne question. Oui. OK. Donc, encore l'intérêt ici de faire un test en avance. C'est une application qui se télécharge très rapidement. Et même quand l'étudiant clique sur le questionnaire, s'il n'y a pas Lockdown d'installer, il va avoir un lien là, pour aller le télécharger. Donc, mon conseil, ça serait de créer 2 examens. Un examen test bidon avec une question, là, puis que là, l'étudiant clique dessus. S'il n'y a pas l'application, il va faire l'installation de l'application, rentre dans le questionnaire. Donc, si tout le monde est capable de compléter ton test bidon, là, on le sait qu'il va être capable de compléter le prochain. Donc, ça, c'est ma recommandation. SOSPC est là aussi pour accompagner les étudiants s'ils n'arrivent vraiment pas à faire l'installation de Lockdown. L'autre chose, c'est que Lockdown Browser est disponible sur les images virtuelles du collège. Par contre, le désavantage là, c'est que l'étudiant qui est sur une image virtuelle, je ne sais pas si vous le savez, là, mais une image virtuelle, c'est comme un ordinateur à l'intérieur d'un ordinateur, qui est bizarre à dire, là, mais il pourrait carrément juste minimiser l'image virtuelle et avoir accès à son vrai ordinateur en arrière-scène. Donc, ça va un petit peu contre l'idée de vérifier, là. Mais donc, tout ça pour dire, pour répondre à la question plus simplement, là, oui, il doit télécharger l'application s'il est sur son ordinateur. S'il passe par l'image virtuelle du collège, c'est déjà installé, mais ça va un petit peu contre l'idée de la vérification et de barrer l'écran. Je ne sais pas si ça répond à la question. Est-ce qu'on a eu des problèmes dans des cours en raison de ça? Je n'ai pas eu de feedback nécessairement. Peut-être les gens sur l'appel pourraient peut-être en parler si les gens qui ont utilisé. Peut-être René, je ne sais pas si tu as utilisé ou non. S'il est encore là. On va être définitivement testé. Ça, c'est le genre d'affaire qu'on rentre dans une zone de complexité là, qu'il faut tester nous-mêmes. Puis évidemment, je peux vous accompagner. Et par la suite, vraiment, il faut que les étudiants soient capables de passer à travers une épreuve bidon, le testing, avant de passer à l'examen. Sinon, il y aurait trop de stress autour de tout ça. Oui, lors de l'orientation, c'est une bonne idée. Mais encore une fois, pendant la session, peut-être même la semaine avant l'examen, ça serait aussi une bonne idée.
J'ai pas mal. Je vais juste regarder. Il y a peut-être une petite chose que je voudrais vous montrer. Là. Je sais que. C'est Joe Larry, excuse-moi. Nathalie Larocque a une très bonne question. Il doit télécharger une seule fois sur son ordi et ensuite il est OK ou à chaque fois qu'il fait l'examen? Une fois seulement. Merci. Je ne l'avais pas vue celle-là. Télécharger une seule fois, une fois que c'est installé. Puis c'est une petite application. C'est un petit peu comme. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Zoom ou des applications web comme ça, où on clique, l'installation se fait quand même rapidement. Donc ça se fait assez bien. Donc, ce n'est pas une installation qui est très longue. Merci pour le commentaire. Donc, pour les gens qui doivent quitter, je comprends, mais je vais juste faire une dernière petite démonstration ici, que je n'ai pas eu la chance, c'est de vous montrer comment et où aller noter le questionnaire. Évidemment, partie quand même importante, là. Évidemment, l'étudiant fait le questionnaire, il faut aller voir ses résultats. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est... là, je ne sais pas si je peux ici. Une seconde. Donnez-moi une petite seconde juste pour simuler ça. Je vais voir si je peux trouver un cours qui a peut-être déjà un questionnaire. J'aurais dû prévoir cette partie-là, excuse-moi. Excusez-moi. Je peux vous montrer c'est où, mais j'aurais aimé ça faire une simulation. Donnez-moi une seconde. J'espère que vous avez 2-3 minutes. Là. Je m'en excuse. Moi, Phil, j'en ai dans mon cours. Je ne sais pas si tu vas aller dans mon ancien cours de la session passée. Là. Cool, merci. C'est quelle section? C'est réunion d'affaires. Là. Je ne me rappelle plus du numéro par cœur. Là, j'ai jugé pas mon questionnaire. Là. Ouais. OK, donc pour trouver les tentatives des étudiants, surtout dans des situations où on doit intervenir là, au niveau de la correction, encore une fois, on rentre dans l'évaluation, questionnaire. Là, on voit ici, quand les tentatives commencent à arriver, on va les voir s'accumuler ici. Là, je vais en prendre un, je vais prendre lui. Donc, quand on clique sur la petite flèche, il faut rentrer dans la page « Notez-le ». Donc, de là, on va voir les différentes tentatives. Puis je vais vous montrer une couple de petits trucs qu'on est en train de corriger. Donc, quand je rentre dans « Notez-le », par défaut, je vais voir les tentatives de tout le monde. Évidemment, ici, ils ont déjà été notés, mais en temps normal, s'ils ne sont pas notés, on verrait qu'il n'y a aucune note. S'ils sont partiellement notés, là, on va voir évidemment les points qui ont accumulé selon la correction automatique. Puis là, par la suite, il faut rentrer et évaluer le reste. Donc là, si je rentre sur la tentative d'une étudiante, là, je vais voir les différentes questions. S'il y a eu une correction automatique, la note va être là. Mais même dans des situations où il y a une correction automatique, là, vous allez voir là, que c'est ici qu'on peut corriger. Donc, même si ça a été corrigé automatiquement, je peux dire finalement, l'étudiant, je vois qu'il a quand même compris une certaine partie, il a peut-être mal écrit le mot, je peux quand même lui donner son nom. Là, je ne vais pas modifier la correction à René. Je veux juste parler de ça un peu, Phil. Dans cette question-là, justement, d'appariement, j'avais fait une erreur dans ma correction. Fait que justement, j'étais allée le faire à la main parce que automatiquement, c'était mal corrigé. Là. C'est un bon point. On peut pas, si on se rend compte qu'on a fait une erreur sur une question et que l'étudiant a déjà fait sa tentative, on ne peut pas corriger la question et faire en sorte que la correction de la question se corrige aussi. Donc, toute correction qu'on fait sur un questionnaire s'applique seulement à les nouvelles tentatives, pas à les tentatives passées. Donc, si on fait une erreur de même, oui, il faut manuellement rentrer et corriger ici. On peut aussi déposer des rétroactions. Donc, ça va être déposé dans la correction pour le questionnaire. Donc, on peut écrire, évidemment, comme les pigeonniers. Donc, c'est un peu comme ça. Si on a mis une clé de réponse, elle serait ici disponible. Je ne sais pas si c'est des... Attends, je vais aller voir si c'est des... Ah non, il n'y en a pas, mais ce n'est pas grave. Donc, différents types de questions vont permettre une clé de réponse. Donc, si on veut se rappeler, évidemment, qu'est-ce qu'on doit considérer lors de la correction, on peut se le mettre là, plutôt qu'avoir à retourner dans nos notes pour trouver ces informations-là. C'est un bon commentaire. J'écris des rétroactions, mais les étudiants ne le voient pas. Je pense que c'est le réflexe d'aller voir les rétroactions sur le diffusé.
je ne sais pas comment le dire, mais la diffusion du corrigé n'est pas nécessairement là. Donc, il faut les guider là-dedans aussi, un petit peu. Là. Donc, évidemment, la première étape, c'est rendre disponible la diffusion du corrigé, ou diffuser le corrigé, je devrais dire, et leur montrer comment faire. Moi, je pense que le meilleur coach là-dedans, c'est vous. C'est sûr que nous autres, on peut créer des ressources pour essayer d'accompagner les étudiants, là, mais si vous prenez 5-10 minutes au prochain cours, ou aux prochaines rencontres virtuelles pour leur montrer où aller chercher les commentaires. Moi, je suis convaincu qu'ils vont y aller. C'est juste que quand on assume qu'ils vont le trouver par eux-mêmes, des fois, là, surtout avec le questionnaire, il est un petit peu difficile à trouver. C'est contrairement au pigeonnier où ce qui est un peu plus accessible. Donc, ça, c'est un super bon point. Donc, ici, on note. Je pense que j'aurais dû vraiment faire 1h30 pour cette rencontre-là. Mais, donc, on note ici, on peut corriger, on peut ajouter des commentaires, on peut corriger si jamais la correction automatique n'était pas bonne. Donc là, je ne vais pas le mettre à jour. Je vais juste... Ah non, retirer. J'ai pesé sur... Non. Bon, ben l'étudiant vient juste de couler son programme. Non, tout ça avec un clic. Là. C'est un bon point, parce qu'une fois qu'on fait ça, la note, elle se retrouve quand même dans le carnet de notes. Donc, même si on change les choses ici, si je ne le publie pas à nouveau dans le carnet de notes, ça ne va pas changer. OK, donc là, on a corrigé, on a mis à jour. Évidemment, si on veut tout d'un coup publier, on pourrait sélectionner tout le monde et publier les rétroactions. Puis, une fois qu'on fait ça, l'étudiant reçoit la note, est envoyé au carnet de notes, il reçoit les rétroactions et tout. Mais il ne reçoit pas nécessairement le corrigé. OK. Donc, puis là, je le promets, ça va être la dernière chose que je mentionne, que je sens que c'est un petit peu long comme webinaire. Là. Mais donc, une fois que j'ai corrigé, j'ai mis mes commentaires. Si je veux que l'étudiant voit plus d'informations que juste son résultat final, il faut que je retourne en arrière. Je ne sais pas pourquoi ça crie dans ma maison, mais excusez-moi. On rentre sur le questionnaire en question. Puis là, pour ceci, je vais peut-être retourner dans mon cours test à moi. Commencer à modifier les réglages. J'ai encore le réflexe d'aller ici. Donc, on peut trouver le questionnaire ici aussi. Je viens modifier le questionnaire. Et une fois qu'on est ici, là, on se rappelle qu'on a nos questions, restrictions, évaluations, etc. L'onglet qui est ici, qui est la diffusion du corrigé, on doit la modifier. Parce que par défaut, l'étudiant voit son résultat, c'est tout. Donc, pour modifier la vue par défaut, on rentre ici dans la diffusion, changer la diffusion par défaut. Puis là, on va ajouter des informations. Puis là, vous allez voir, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, on peut dire, est-ce que l'étudiant voit la question? Oui. Une fois qu'il voit la question, qu'est-ce qu'il voit? Donc, il voit les questions avec ses réponses, le résultat. On peut même mettre la tentative ou le résultat global, là, si on veut. La moyenne de la classe. Donc, il y a différentes choses qu'on peut faire. Est-ce qu'on veut afficher les réponses aux questions? Donc, est-ce qu'on veut qu'il voit la bonne réponse? Donc, quand c'est corrigé automatiquement, puis on ajoute ça ici, l'étudiant va voir le corrigé, puis va voir qu'est-ce que lui a répondu, puis qu'est-ce qui est la bonne réponse. Si on enlève ça, il voit qu'est-ce que lui a répondu, et s'il a bien répondu, non. Mais il ne voit pas nécessairement la bonne réponse. Donc, il y a une couple de petits paramètres ici, mais il faut absolument venir changer la vue, puis mettre ici, afficher les questions. Une fois qu'on enregistre ça, l'étudiant, lui, peut retourner sur le questionnaire et voir les rétroactions. Est-ce que ça répond à la question? Mais il faut l'activer, là. C'est certain, il faut l'activer. Donc, pas mal de stock. Pas mal de stock. J'espère que je n'ai pas perdu des gens, là. Je veux dire, l'outil questionnaire, comme j'ai mentionné au début, c'est quand même un outil qui est très complexe dans ECT. C'est probablement un des plus complexes. Donc, j'essaie de faire un bon survol. Évidemment, nos capsules sont là. Je peux peut-être les recoller dans le chat pour vous aider à le trouver. Et je suis là aussi pour vous accompagner. Donc, une fois que vous allez commencer à les faire, ces questionnaires-là, et vous avancez dans la création de vos questions, vous pouvez aussi communiquer avec moi, là, puis on peut faire un petit peu de one-on-one. On va juste recoller ça ici.
Je vais arrêter de partager mon écran. Donc, c'est ça. Merci de votre participation, tout le monde. Merci pour vos questions. Il y a des bons points là, que j'aurais oubliés sans les questions, donc merci. Merci à toi, Phil. Bonne journée. Pas de problème. Ciao. C'est enregistré, donc si vous voulez partager le lien de l'enregistrement à vos collègues, vous pouvez le faire aussi. Là. Un gros merci. Un gros merci, Phil. Bon lunch. Merci. Ah, il est 12h30, hein? J'ai faim, là. Ciao. Merci, Phil. Pas de problème.